Bonjour, bonsoir, salut. J'espère que vous allez bien, que vous profitez de votre nouveau quotidien de confinement pour prendre soin de vous. Et si vous faites partie des gens qui doivent continuer à aller bosser, bon courage, merci beaucoup pour tous vos efforts et surtout protégez-vous autant que vous le pouvez. Je m'appelle Mélissa, je suis votre hôte et avec ce podcast, je souhaite vous faire découvrir le monde des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, plus communément appelés les STEM, à travers le parcours de femmes qui font la science d'aujourd'hui. Bienvenue dans À la sauce curry. Épisode 7, Rime. Dans cet épisode, on passe de l'autre côté de la barrière de la recherche, les financements. Car oui, pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Pas mal d'argent même. Rime est chargée de projets scientifiques à l'ANR, l'Agence nationale de la recherche. Grâce à elle, on en apprend un peu plus sur comment fonctionne un des moyens des financements de la recherche en France. On parle également de son aventure entrepreneuriale, notamment de son passage de la recherche académique au secteur privé, qui est connu pour être assez compliqué, et comment valoriser son parcours académique. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à aller écouter les autres épisodes. Si vous avez apprécié cet épisode, je suis sûre que les autres vont vous plaire aussi. N'hésitez pas également à vous abonner à ce podcast sur votre appli de podcast, Apple Podcasts, Spotify, Podcast Addict et autres, à mettre des étoiles, 5 de préférence, et à laisser un commentaire sympa. Ça lui permet d'avoir plus de visibilité et de le faire évoluer. Vous pouvez aussi le suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, où je partage l'actu du podcast et où vous pouvez me poser des questions et laisser un commentaire gentil. Tous les liens sont à votre disposition dans les notes de cet épisode. Mais le mieux, c'est encore d'en parler autour de vous, de partager le lien de cet épisode ou de votre épisode préféré. Le bouche à oreille, c'est le meilleur moyen de faire connaître ce podcast. Pour continuer ce podcast, je cherche également des volontaires pour passer à mon micro. Donc si vous-même, vous êtes une femme de science, que ce soit dans la chimie, l'astronomie, l'agroalimentaire, le numérique ou tout autre domaine qui s'apparente aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, et que vous voulez partager votre parcours scientifique, vous pouvez me contacter directement à cette adresse, à la saucecurie@gmail.com. Le lien est dans les notes de cet épisode. Merci encore pour votre soutien et votre écoute, et je vous laisse maintenant avec Rime et l'ambiance des appartements parisiens. Ouais, désolé pour le bruit de fond. Bonjour Rime. Bonjour Mélissa. Comment ça va ? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté cette petite discussion interview. Alors pour commencer, comment tu t'appelles ? Quel âge tu as et c'est quoi ton métier ? Alors, je m'appelle Rime, j'ai 35 ans et je suis chargée de projet scientifique à l'Agence nationale de la recherche. Et alors, comment est-ce que tu définirais ton métier ? Alors, comment définir mon métier ? Comment tu expliquerais ? Je dirais qu'en fait, il y a deux parties dans mon métier. Une première partie qui est de la coordination des évaluations des appels à projets qui sont lancés par l'ANR. Okay. L'ANR qui est une agence de financement qui appartient à l'État, qui lance des appels à projets, dont l'appel à projet générique qui est un grand blanc en fait qui a lieu chaque année. Et donc on est chargé, nous les chargés de projet, d'organiser les comités, de constituer avec les présidents référents des comités ces panels d'experts qui sont composés de chercheurs français et internationaux. Et puis on est garant du respect des procédures ANR, du respect des conflits d'intérêts, des confidentialités, etc. Sachant que l'évaluation se fait par les pairs. Okay. Donc ce sont les chercheurs qui évaluent les chercheurs. Les projets qui sont évalués sont des projets de toutes les disciplines à l'ANR, que ce soit en biologie santé, en SHS ou en maths, info, etc. SHS ? Sciences humaines et sociales. Ok. Donc moi je fais partie du département biologie santé et actuellement je m'occupe du comité innovation médicale. Cool. Voilà. Donc en gros t'es de l'autre côté de la recherche. Tu fais partie de ceux qui vont donner des sous à la recherche ou pas. Voilà, ouais. Entre guillemets. C'est pas toi qui décide. C'est pas moi qui décide de qui va être financé. Mais c'est mais de ce côté-là. On est témoin de toutes les discussions dans les comités. Et puis on est aussi à l'interface entre l'ANR et les porteurs de projets, donc que ce soit avant la sélection, puisque j'ai participé cette année à l'ANR Tour. Donc on a été rencontrer les publics utilisateurs, donc les chercheurs, les gestionnaires de projets, etc. dans les universités et les instituts, pour leur expliquer le plan d'action de cette année, comment se déroule l'appel à projet, comment est-ce qu'ils doivent remplir un petit peu leur dossier d'application.
Donc ça a été une occasion de rencontrer finalement les chercheurs qui vont remplir des ANR, ils ont pu nous poser des questions, etc. Et on est d'une autre façon en contact avec eux, parce que c'est nous qui assurons l'interface entre l'ANR et eux, dans tout ce qui est la durée de vie des projets. Ouais. C'est-à-dire s'ils ont des problèmes dans la gestion de leur ANR, s'il leur arrive d'avoir des retards, des problèmes dans les consortiums, etc. C'est à nous qu'ils s'adressent pour avoir une prolongation, pour nous faire état d'un souci entre partenaires s'il y en a. On a aussi des mails sympas pour nous prévenir quand il y a une belle valorisation, un dépôt de brevet, ou parfois ce qui peut arriver, une médiatisation des recherches. Ouais. Comme ça. Donc de temps en temps on a des emails de porteurs de projets pour partager les réussites, ce qui est super. Ça, c'est cool. Et donc voilà, on fait le suivi de ces projets au quotidien. Donc ça fait 2 aspects du travail. C'est assez complémentaire parce qu'on voit finalement les projets qui seront financés et ceux qui ne seront pas financés. On a une vision assez globale du monde de la recherche finalement dans les comités dont on est en charge. Et puis après on a un suivi qui n'est pas un suivi au plus près de ce qu'ils font non plus, parce qu'on n'a pas finalement une fonction scientifique. On a vraiment une fonction administrative au quotidien. Mais bon, on essaie quand même de faire des synthèses, des bilans de ce qui a été financé à l'ANR, parce qu'il y a une mission d'impact aussi, savoir par rapport à tout ce qui a été financé par l'agence, qu'est-ce que ça peut apporter finalement à la communauté et puis à la science en France. Ok. Et à l'international aussi, parce qu'il y a des projets internationaux. Ok, vous gérez ça aussi, des projets internationaux. Cool. Et vous, donc là, l'ANR, ça s'occupe principalement de la bio, ou est-ce que ça touche aussi les projets CNRS, physique, chimie, enfin toutes sciences confondues? En fait, l'ANR, il y a des départements qui couvrent chaque discipline. Donc moi, je suis en biologie santé. Il y a un département environnement, il y a un département sciences humaines et sociales, un département numérique, mathématiques, et un qui est plus sciences physiques et informatique. Donc vraiment, tous les champs disciplinaires de la recherche sont couverts par l'ANR. Après, c'est vrai qu'on est structuré en discipline et en domaine, parce que les communautés sont pas les mêmes, le fonctionnement de la recherche n'est pas la même, donc moi je pourrais pas clairement m'occuper d'un comité de mathématiques n'ayant pas de compétences. Par contre, mais l'ANR s'en occupe. Mais l'ANR s'en occupe, oui, elle finance tous les domaines de recherche. En général, ok. Toutes les thématiques. En gros, parce que de ce que je connais moi du financement de la recherche, c'est l'ANR en bio, c'est c'est le principal financement, enfin la principale source de financement pour la bio quand même. Alors pour le financement sur projet, effectivement. Voilà. Après, il faut savoir aussi qu'il y a, par rapport à tous les projets qui sont soumis, les taux de sélection ils sont extrêmement faibles, puisque l'année dernière, je crois qu'on est arrivé à 13%. Ouais. Donc ce qui n'est pas grand chose. Donc, heureusement que la recherche ne tourne pas que grâce à l'ANR et qu'il y a beaucoup d'autres sources de financement. Mais voilà, au niveau de l'État, de financement sur projet, l'ANR, oui, c'est le principal financeur. Ouais, parce que je vois, c'est les demandes d'ANR, c'est maintenant, c'est là où on peut avoir des gros financements, plus importants qu'avec d'autres sources. Plus important, voilà. Ça reste toujours moins important qu'un ERC, par exemple. Oui, ERC qui est au niveau européen aussi. Au niveau européen. Ok. Là, ANR, c'est national. Voilà. C'est national, et nous, en biologie, les financements tournent autour de, en moyenne, peut-être 500 000 euros. Un jeune chercheur va demander autour de 250 000, 300 000 euros. Un projet de recherche collaboratif, ça va tourner entre 300 et 600 000 euros à peu près. Pour combien de temps ? Ça peut être entre 2 et 4 ans. Quelque chose comme ça. Et c'est plusieurs partenaires, donc ça va de 2 à 5 partenaires, des fois un peu plus, en fait, c'est en fonction du consortium. Donc c'est finalement des petits financements, parce que quand on divise le 500 000 euros par 4-5 partenaires, sur 3-4 ans, c'est pas énorme non plus, mais c'est une aide énorme pour les chercheurs, parce que ça permet d'embaucher des postdocs, ça permet d'embaucher des thésards.
Et quand le projet, il y a une belle synergie entre les chercheurs et entre les équipes, alors là, oui, c'est la vraie recherche collaborative, et donc là, il peut y avoir des avancées très intéressantes. Et c'est ce qui est valorisé dans la sélection, c'est la complémentarité et l'échange qu'il va y avoir. Comment est-ce que les chercheurs arrivent à mettre en valeur ce côté collaboratif? C'est pas juste des équipes qui s'agglutinent pour avoir un petit bout de financement. Ouais, il faut qu'il y ait une cohérence. Il faut qu'il y ait une cohérence dans le projet, il faut qu'il y ait une véritable complémentarité et compatibilité entre les sujets qui seront développés par les différentes équipes. Ok. Donc, t'es ultra spécialisée. Quel est ton parcours? T'as fait quoi comme étude pour arriver là? Alors, je suis ultra spécialisée. Je pense que j'étais ultra spécialisée parce que, oui, effectivement, j'ai une thèse en radiobiologie, principalement sur les effets des rayonnements sur le compartiment vasculaire dans l'intestin. Mon parcours, il est assez classique. J'ai fait un bac sciences avec une option biologie. Après, j'ai tenté médecine, que j'ai raté. Et puis je me suis relevée, et puis j'ai fait à l'époque c'était un doc de biologie, une licence de chimie, biochimie, et puis je suis passée en master physiologie, physiopathologie, innovation thérapeutique. Okay. C'est là que vraiment, en master 2, donc j'ai fait mon master 2 à la fac de... Donc j'ai un parcours, au début c'était Paris 11, à la fac d'Orsay. Je suis passée pour le master à la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry. Et c'est là que j'ai fait mon deuxième stage en recherche, mais finalement plus important pour moi, qui est en master 2, sur un sujet de cancéro, en fait, en signalisation cellulaire, biologie cellulaire, etc. J'ai travaillé avec quelqu'un de formidable qui s'appelait Jacqueline Bréard, qui était une chercheuse brillante et qui m'a vraiment donné envie de continuer en recherche. J'aurais pu rester en thèse avec elle, mais c'est vrai que j'ai eu une opportunité en or à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire, sur un sujet donc, qui n'était pas de la cancérologie, qui restait un peu connecté à ce que j'avais fait avec Jacqueline, parce que j'avais travaillé sur la mort cellulaire et l'apoptose. Et donc là, j'ai fait une thèse sur la mort radio-induite des cellules endothéliales, donc des cellules des vaisseaux sanguins, au niveau de l'intestin. Parce qu'à l'IRSN, mon encadrant travaillait sur les effets secondaires des radiothérapies. Parmi les effets secondaires, il y a tout ce qui est développement de fibrose intestinale, donc toujours un morceau d'intestin qui est dans le champ d'irradiation. Et les fibroses, c'est des effets secondaires qui sont pas hyper fréquents, mais qui peuvent être très dangereux pour les patients, qui sont notamment ceux qui sont traités pour les cancers de la prostate ou du colorectum. Et donc, en fait, la physiopathologie de ces dommages n'est pas très connue. Et donc, moi, j'ai travaillé sur l'effet des rayonnements ionisants sur les micro-vaisseaux intestinaux et sur l'implication d'une protéine qui s'appelle PAI-1. Donc voilà, c'est un sujet très fondamental, mais avec finalement des possibilités d'application derrière qu'il n'y a pas eu dans ma thèse. J'étais jusqu'à l'application peut-être préclinique, parce qu'on a testé la cible thérapeutique avec un médicament. J'ai fait une thèse très complète qui allait du fondamental au plus ou moins appliqué, avec de l'expérimentation animale. J'ai appris énormément de choses, ça c'était une super expérience. J'ai aussi beaucoup de chance parce que l'IRSN c'est un cadre super pour faire une thèse, parce qu'il y avait des moyens qu'il n'y avait pas forcément dans d'autres labos, INSERM ou CNRS. Donc j'étais dans un cadre super, avec on avait des ingénieurs, des techniciens pour nous accompagner sur certaines techniques. Donc voilà, je me suis éclatée en thèse. Après ma thèse, j'ai voulu continuer. Et j'ai fait un postdoc à Nantes sur la même thématique, au CRCNA, donc un laboratoire INSERM. Et donc là, mon sujet, ça a été un peu sur les effets secondaires des radiothérapies au niveau de l'intestin, et un peu en cancérologie, sur finalement essayer d'optimiser les traitements de radiothérapie dans le cadre des cancers de la prostate,
essayer de trouver des cibles moléculaires pour potentialiser les effets des rayonnements. Alors la partie cancer n'a pas marché, parce que la cible thérapeutique et le médicament qu'on a utilisé n'avaient pas d'effet radiosensibilisant sur les cancers. Par contre, elle avait un effet radioprotecteur sur les tissus sains. C'était pas le Graal du radiothérapeute. Le Graal du radiothérapeute, c'est une molécule qui potentialise et qui a une synergie avec la radiothérapie pour éradiquer le cancer, tout en protégeant les tissus sains. Ça pourrait exister, hein. Mais voilà, on a montré que cette cible pouvait être une potentielle finalement avancée sur des traitements radioprotecteurs, donc il y a des radiothérapies, ou peut-être protéger des personnes qui sont potentiellement exposées à des rayonnements suite à des fuites, etc. Et comment t'en es arrivée à l'ANR ? J'en suis arrivée à l'ANR un peu, enfin je dirais pas par hasard, mais c'est vrai que à la fin de mon postdoctorat, ça a été très difficile pour moi le postdoctorat parce que la valorisation de ma recherche n'a pas été évidente, parce que il n'y avait pas vraiment d'opportunité de continuer, etc. Et puis comme beaucoup de postdoctorants, je me suis posé les questions qu'on se pose après 3 ans de postdoc, et puis pas de vision finalement de ce qu'on peut faire après. Est-ce que je pars à l'étranger, chercher un postdoc, et puis continuer finalement à galérer, comme beaucoup d'autres docteurs, pour après essayer de revenir en France et pas forcément avoir de poste, et puis m'ultra spécialiser encore dans un domaine qui est pas très sexy finalement, parce que la radiobiologie c'est intéressant, mais c'est pas la recherche sur le sida, c'est pas la cancéro. Ou est-ce que je choisis de me jeter dans le grand bain et puis dans le chômage pour essayer de me penser une reconversion. Il y avait quelque chose aussi qui m'a beaucoup motivée finalement à pas continuer en recherche, c'est que j'avais vraiment un besoin de travailler pour voir quelque chose s'accomplir. C'est-à-dire besoin de voir les résultats de voir ce que tu des fais. résultats, voir que finalement tout ce travail que je faisais allait aboutir à quelque chose de concret. La recherche, c'est beaucoup de frustration et de temps en temps un petit bonheur parce qu'on a une belle manip qui a marché, etc. Et c'est vrai que moi, à la fin de mon postdoc, en faisant le bilan, je me suis dit, voilà, j'ai été financée pendant 3 ans et pas grand chose à la fin. voilà, il n'y a pas grand chose, j'ai pas déposé de brevet, j'ai pas révolutionné la médecine. Et voilà, ça c'était une frustration quelque part qui m'a un peu travaillée. Et j'avais un besoin de me dire que voilà, ce que je fais, ça sert à quelqu'un, ça sert à quelque chose. C'est pas juste un salaire que je reçois et puis quelques manips que je fais et peut-être un papier qui va sortir et tu veux voir un impact plus et concret. basta. Voilà, j'ai besoin de quelque chose de plus concret. Donc du coup, je me suis dit que c'était peut-être pas utile que je continue la recherche fondamentale comme je la faisais parce que ça me correspondait plus en fait. Non pas que j'aimais pas ça, hein, parce que c'était hyper stimulant et mais voilà, j'ai fait mon choix. Ça me correspondait pas. Ça me correspondait pas. Enfin, ça me correspondait plus à ce moment finalement. Et donc, voilà, j'ai sauté dans le grand bain, j'ai commencé mon chômage, j'ai fait un petit bilan de compétences. Et puis j'ai exploré plusieurs pistes, le consulting en stratégie, le consulting en marketing pour des boîtes pharma, etc. J'ai postulé et on m'a renvoyé un peu, soit on ne me répondait pas, soit les RH que j'ai pu rencontrer dans des forums, dans des salons, m'ont fait clairement remarquer que j'avais un parcours très fondamental et pas valorisable dans l'industrie telle que. Et que ce serait bien que j'ai une double compétence en business, en marketing, etc. Le fameux passage public-privé. Voilà, exactement. Qui est ce qu'il est, hein, mais voilà, j'ai beaucoup réfléchi et j'ai choisi quelque part d'écouter ce que beaucoup de directeurs de ressources humaines ou de chargés de ressources humaines m'ont dit. Tous me conseillaient d'avoir une double compétence en business, donc à un moment donné, c'est bien de dire non, j'y arriverai, mais
bout de 6 mois de chômage, je pense qu'on se pose quand même les bonnes questions à un moment. Et puis on se dit, il y a des gens qui me donnent des conseils, je vais peut-être les écouter. Ouais. Donc j'ai cherché une formation et je suis tombée sur un MBA en entrepreneuriat d'une école parisienne. Pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat ? Parce que le programme couvrait plein de choses que je connaissais pas. Parce qu'il y avait des formations en marketing, il y avait des formations en finance, il y avait des formations plein de choses, et entrepreneuriat, ça faisait tout. Ça faisait tout peut-être de façon un peu plus superficielle, mais au moins je comblais finalement un manque de culture générale en business de manière assez globale. Et j'ai adoré parce que c'est vrai que je me suis donnée à fond. J'étais au chômage, j'ai eu la chance de réussir à négocier avec Pôle emploi qui continue à me payer mon chômage pendant ma formation. Mais j'ai adoré parce que j'ai vraiment appris plein de choses et j'avais en plus le temps d'approfondir parce que bon, en école de commerce, moi j'ai trouvé que l'enseignement était un peu plus superficiel que ce que nous on a pu faire dans notre cursus scientifique où on rentre vraiment dans quelque chose de très précis. Mais avec le travail supplémentaire que moi je m'imposais finalement, j'ai pu vraiment étudier beaucoup de choses intéressantes et du coup ça m'a énormément plu et je me suis développée finalement une compétence en business que j'avais pas du tout. Et c'est après ça que je me suis rendu compte que certes oui, on est capable d'apprendre le business, mais en un temps record comme ça avec une formation, c'est l'idéal quoi. Il m'aurait peut-être fallu beaucoup plus de temps moi toute seule à développer ces compétences et peut-être qu'un employeur effectivement n'a pas envie de perdre ce temps à former quelqu'un de A à Z sur de la stratégie d'entreprise, sur du marketing, de l'économie générale, de la comptabilité, etc. Et donc là j'ai pu acquérir plein de petites compétences. J'ai une vision globale de comment fonctionne une entreprise, j'ai une vision globale de ce que c'est que la stratégie. Stratégie qui est très très proche finalement de ce qu'on fait en recherche parce que c'est d'étudier finalement d'étudier un domaine d'activité, d'en saisir les opportunités, les risques pour développer un projet finalement. Si on décide d'aller vendre des joints en bois sur le marché américain, est-ce que c'est pertinent ou pas donc, la démarche est la même, c'est une démarche vraiment de chercheur, quoi. Donc c'est pour ça, et je me demandais pourquoi il y a certains cabinets de consulting qui valorisaient vraiment le doctorat pour le consulting en stratégie. Et en fait, quand on regarde la démarche d'étude de cas ou de résolution d'un cas de stratégie, c'est de la recherche. Donc c'est vrai que nous, les docteurs, on est fait pour ça, quoi. En tout cas, les docteurs ou les gens qui ont l'habitude d'être dans cette démarche de recherche. C'est vraiment l'étude de risque et puis le choix de la meilleure solution, de la meilleure hypothèse, quoi, sachant qu'il n'y a jamais 100% de réussite. Donc j'ai fait ça et ça m'a beaucoup plu et pendant cette formation j'ai rencontré un autre docteur qui était lui docteur en physique et qui avait un projet de développer l'invention d'un chercheur du CNRS et puis d'en faire le transfert de technologie, de pouvoir développer son invention dans une start-up. Et comme il n'avait pas de compétences en biologie, il a commencé par me demander quelques conseils. Donc j'ai un peu étudié le sujet et le sujet était hyper porteur et hyper stimulant. Et du coup, je lui ai dit, plutôt que de faire une mission de consulting sur ton projet, est-ce que tu cherches pas à m'associer ? Et il m'a dit, pourquoi pas. Donc on a commencé à travailler tous les deux avec le chercheur qui aurait été associé à la start-up, parce que la start-up n'a jamais été créée. Mais on a travaillé pendant 1 an sur ce projet. On a monté un business plan, on a monté beaucoup de choses, enfin vraiment, on a vraiment beaucoup travaillé sur le sujet. On a commencé à négocier avec l'université pour pouvoir utiliser les brevets. Malheureusement, les négociations n'ont pas abouti. On avait de la concurrence et puis au bout d'1 an, le projet est tombé à l'eau. Ça a été un peu dur à accepter parce qu'on s'est beaucoup investi. Pareil, moi sur mon chômage, donc mine de rien, c'est pas négligeable. Mais ça a été une expérience géniale. J'ai beaucoup appris sur moi, sur aussi comment mon
monter une start-up, puis en biotech, c'est quand même très particulier. Et voilà, j'ai adoré cette expérience. Alors oui, j'ai un petit regret que ça ne soit pas fait, mais finalement, ça m'a tellement apporté, même en n'ayant pas réussi à aboutir, que voilà, je suis très fière et très contente d'avoir participé à ça. Et puis je me dis peut-être qu'un jour, j'y reviendrai. Et quand ça s'est tombé à l'eau, j'étais un peu obligée de me dépêcher de trouver une opportunité d'emploi. Et puis j'avais postulé quelques mois avant à l'ANR, parce que ne sachant pas si le projet allait décoller, puis même s'il allait décoller, quand on lance une start-up, on se paye pas. Donc il faut aussi trouver de quoi se nourrir. Voilà. Puis, au bout de 2 ans de chômage presque, ça devenait urgent. Et donc j'ai eu cette opportunité de rentrer à l'ANR. Donc d'abord pour m'occuper du comité de neurosciences fondamentales. Donc c'était un remplacement de congé maternité. Puis ensuite j'ai remplacé un autre congé maternité sur la recherche translationnelle. Et ensuite j'étais en support parce qu'il y avait beaucoup de projets déposés sur la biologie structurale. Ensuite je me suis occupée du comité de génétique. Et maintenant, je suis très contente d'avoir l'opportunité de récupérer la gestion du comité d'innovation médicale parce que c'est vraiment thématique. Toutes les commissions en fait de l'ANR. Voilà, j'en ai fait beaucoup plus que certaines personnes qui sont là depuis très longtemps. Ouais. Et quelque part, ça montre aussi notre capacité à nous adapter à différentes thématiques, à différentes communautés aussi, parce que travailler avec des neuroscientifiques, c'est pas pareil que travailler avec des généticiens, etc. Parce qu'il y en a aussi, il y a des comités qui sont composés plus de médecins, et j'ai beaucoup appris en fait avec tout ça. Il y en a certains, je suis pas restée très longtemps, mais j'ai eu des interactions quand même, j'ai vu passer des projets, et donc ça me donne une vision très globale finalement de ce qui est déposé à l'ANR, une vision globale des différentes communautés. Et puis moi j'aime bien parce que j'aime le changement, et puis voilà, je me suis quand même amusée. T'es le couteau suisse de l'ANR, quoi. Un peu. Bah là, j'espère que je vais rester un petit peu. Ouais. Là, j'avoue que innovation médicale, c'est quelque chose... c'est un comité qui est très interdisciplinaire. Il y a autant de chimie que de... pour le coup, il y a de la cancérologie en innovation médicale. Chose qu'il n'y a pas beaucoup à l'ANR, parce que l'ANR n'a pas vocation à financer la recherche sur le cancer. Ligue pour le cancer. Ligue contre le cancer, plutôt. C'est surtout l'INCA. La Ligue, c'est une association, une fondation. Donc en France, l'agence gouvernementale, c'est l'INCA qui finance la recherche. C'est un peu le pendant de l'ANR côté cancer. Par contre, on va financer des projets de recherche sur le cancer quand ils impliquent des entreprises, quand ils impliquent des partenaires européens ou internationaux. Donc du coup, il y a pas mal, sur l'innovation médicale, il y a pas mal de projets cancer. Et puis voilà, c'est ce côté transfert de technologie, parce qu'il y a beaucoup de startups qui sont impliquées. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne. C'est quelque chose que j'avais ressenti déjà en fin de postdoc. Et puis que j'ai beaucoup aussi ressenti en travaillant sur ce projet startup. C'est quelque chose... voilà, si je devais changer de travail... j'aimerais m'orienter vers le transfert de technologie. T'aimerais rester dans ce milieu de la start-up, de l'innovation, Oui, voilà, l'innovation, pourquoi ? Parce que c'est très créatif, et il faut pas mentir, à l'ANR, on a des postes très administratifs qui font pas beaucoup place à la créativité, donc on voit ce que font les autres, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'opportunité finalement de développer notre propre créativité, et ça c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Maintenant, c'est vrai que c'est une opportunité super pour se créer un réseau, pour voir finalement ce qui se fait en France, la recherche en France et en Europe. Et ça, c'est quelque chose d'hyper valorisable. Et faut pas mentir, quand on sait comment sont construits les bons projets qui sont financés à l'ANR versus ceux, non, celui-là il sera jamais financé, c'est quelque chose de valorisable aussi. Donc moi j'apprends aussi, parce que je vois un peu ce qui se fait et ce qui est financé, ce qui ne l'est pas.
Donc ça c'est super intéressant, j'ai un tempérament assez curieux, donc quand j'ai un peu de temps je creuse. Malheureusement on n'a pas toujours le temps de regarder et de lire tous les projets, mais du coup ça c'est intéressant. Et oui voilà, donc le transfert de technologie ça me plaît beaucoup. Ça veut pas dire que je vais absolument monter une start-up un jour, parce que j'ai bien conscience et j'ai bien vu ce que c'était que d'être entrepreneur. Que ça a l'air très excitant quand on voit de l'extérieur, d'être son propre patron, etc. Mais que c'est énormément de responsabilités. Je veux dire, enfin, moi je serais ravie de rester salariée avec un salaire correct et honorable qui me permette de vivre, de voyager, de faire tout ce que j'ai envie de faire. D'avoir une certaine stabilité d'emploi tout en ayant cette possibilité de travailler en mode projet et puis d'avoir un aspect très entrepreneurial dans mon travail. Parce que je suis pas sûre, voilà, dans le projet de start-up en fait c'était pas moi qui aurais porté la responsabilité, c'était pas moi la PDG quoi. Et je pense qu'il faut quand même avoir les épaules très 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 costauds pour se dire je suis responsable du salaire de mes employés, j'ai 3 ingénieurs à payer à la fin du mois et j'ai 5 mois de trésorerie et après je sais pas ce qui va se passer, il faut que je trouve des sous pour les payer dans 5 mois et ça c'est un boulot 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quoi. Et les entrepreneurs que je connais, c'est des gens qui payent super bien leurs jeunes docteurs ou leurs ingénieurs et qui eux se payent même pas un SMIC, juste ce qu'il faut pour survivre et comme la majorité des entrepreneurs en fait. Voilà. Bah voilà, ça reste de l'entrepreneuriat quoi. Et on se fait des belles idées, des belles startups en biotech parce que la French Tech aussi c'est hyper sexy, etc. Mais avant qu'ils fassent une super levée de fonds et ou bien qu'ils revendent leur startup à un grand groupe, ils galèrent bien quoi. Et ils galèrent bien et des fois une levée de fonds c'est pas forcément le grain non plus parce qu'on se récupère des investisseurs qui nous mettent la pression, et donc voilà, et après à moins de coquilles potentiellement ils peuvent nous dégager, etc. Donc c'est pas une place confortable et ça j'en ai bien conscience. Mais par contre voilà, l'esprit entrepreneurial je pense que c'est quelque chose que j'ai et j'aimerais beaucoup le valoriser à l'avenir. Cool. Voilà. Par rapport à la science, c'est quoi ton rapport à la science? Qu'est-ce qui t'a poussé en fait à faire de la science? Qu'est-ce qui m'a poussée? Je pense que c'est une curiosité intellectuelle que j'ai depuis toujours. Je saurais pas me rappeler quand est-ce que ça m'a pris. Après, moi j'étais une élève j'étais une bonne élève, je pense, quand j'étais en primaire, au collège, moyenne. J'ai des souvenirs pas terribles de ma scolarité. Je me souviens très très bien de mon prof de maths au collège, je sais plus en quelle année, qui disait que j'étais pas scientifique et je serais jamais scientifique parce que j'avais des 10 en maths. J'ai pris une belle revanche, hein, contre elle. Carrément. J'en suis assez fière. Mais, bonjour prof de maths. Ouais, bonjour, je me souviens même plus de ton nom, désolée. Mais voilà, je pense que on catégorise assez vite les enfants et moi j'ai toujours été une enfant curieuse de tout. Je pouvais aussi bien être passionnée de mythologie que de biologie et j'adorais la biologie, j'ai toujours aimé la biologie. Et j'ai voulu être vétérinaire, j'ai voulu être pilote de chasse, comme beaucoup d'enfants qui veulent faire plein de choses. Voilà, j'ai pas un souvenir absolu d'être une espèce de geek collé. Je suis pas un génie du Rubik's Cube, je suis pas un génie de la programmation, j'y suis pas grand chose. Après, c'est pas ça qui m'intéresse le plus. Je pense que. Mais la science, pour moi, c'est quelque chose d'assez stimulant intellectuellement, donc je pense que c'est pour ça que je me suis beaucoup accrochée. J'ai toujours aimé lire, j'ai toujours aimé les arts, la littérature, et je développe ça à part. J'ai des activités créatives qui me prennent beaucoup de temps, etc. Par contre, faire ma carrière dans tout ce qui est créatif, je pense que la science m'aurait manqué parce que vraiment... moi, là où je me suis éclatée, c'est à la fac, quoi. C'est à la fac que je me suis découvert encore plus
d'intérêt pour la biologie. Je pense que mon encadrante de master aussi a beaucoup joué. Elle m'a toujours beaucoup encouragée et elle m'a passionnée, quoi, faire ce que je faisais. J'ai eu une bonne relation avec elle. Et ouais, je pense que c'est les gens que j'ai rencontrés, c'est au fur et à mesure de la fac que je me suis le plus éclatée pendant les études. Ça n'a pas été une corvée pour moi, les études, en fait. C'est pour ça que je pense que je suis allée jusqu'à la thèse. Je m'épanouissais vraiment dans ce que je faisais, j'aimais vraiment ça. Après, quand j'aimais pas, en général, j'avais des sales notes, donc... Comme beaucoup de personnes, donc, en voilà, fait. voilà, c'était plus une évidence, quoi. Et je regrette pas, hein. C'est vrai que j'aurais fait une école de commerce en sortant du bac, j'aurais probablement un poste beaucoup plus intéressant, enfin, financièrement, j'entends. Parce que je vois, hein, j'ai des amis... qui ont une évolution fulgurante après leurs études, etc. Ou qui ont fait des écoles d'ingénieurs, etc. Moi, j'ai vraiment suivi mon cœur. J'aime ce que je fais et je fais ce que j'aime et voilà. Jamais regretté. On m'a dissuadée de faire une thèse parce qu'on m'a dit ouais, il n'y a pas de boulot, tu vas galérer. Et c'est vrai. Donc voilà. Pas se cacher, hein. Si vous voulez trouver du boulot rapidement et qui paye bien, faites pas de thèse. Par contre, j'ai jamais regretté de l'avoir fait et je me souviens très bien que quand je me suis engagée à faire une thèse, j'ai dit mais si je dois faire juste 3 ans de recherche, c'est pas grave, je ferai que 3 ans, quoi. Là, j'ai fait 6 ans. Ouais. J'ai fait que 6 ans, peut-être, mais j'ai fait ce que j'avais envie de faire, quoi. Mais je dirais, t'as fait 6 ans. J'ai fait 6 ans. J'ai fait 6 ans, c'était dur à la fin, quand même. Ça a été très dur, mais je regrette rien, hein. Je veux dire, même mon postdoc qui a été assez douloureux, je rentrerai pas dans les détails, mais je garde mes 3 ans à Nantes, c'est parmi les meilleures années. Scientifiquement, j'avoue que c'était pas le plus stimulant, hein, mais humainement, ça a été génial. Ok. Puis j'ai vécu à Nantes 3 années de folie. Après, voilà, j'ai suffisamment de ressources intellectuelles pour me stimuler moi-même quand j'ai pas suffisamment... Mais voilà, après, ça n'a jamais été une source de regret, en fait. Okay. Peut-être que si je devais conseiller à des jeunes qui veulent faire de la science, qui veulent faire de la recherche, d'être beaucoup plus stratège dès le master, de bien choisir, mais c'est ce qu'on me disait, je me rendais pas compte, en fait, de l'importance de bien choisir son labo, de taper dans des labos qui publient des beaux papiers, qui ont des directeurs qui sont assez connus, etc. C'est dommage, hein, parce que pour moi, il y a des très très bons labos qui sont beaucoup plus modestes, qui publient pas des sciences et des nature, et pour autant, qui ont une qualité de science qui est assez exceptionnelle et remarquable. Malheureusement, on sait bien qu'en biologie, surtout, la renommée amène... voilà. Mais je pense qu'il faut des fois, si vraiment le but de la vie d'une personne, c'est de devenir chargé de recherche INSERM ou CNRS, alors ouais, faut s'assurer de faire les bons choix très très tôt, finalement. Parce que... Ouais, mais enfin, est-ce que tu crois qu'en master, justement, t'as assez de maturité pour pouvoir spotter les bons labos comme ça, et stratégiquement, etc. Je pense qu'il y a des étudiants qui l'ont tout à fait. Ouais. Moi, j'ai vu après, c'était pas en sciences, mais j'ai vu des étudiants 2e, 3e année d'école de commerce qui ont beaucoup plus de maturité et de stratégie dans leur façon de construire leur cursus d'étudiants en école de commerce. Mais mine de rien, ça va venir en université. Et moi, j'en ai vu des petits jeunes en master qui savaient extrêmement bien ce qu'ils voulaient et qui... pour la thèse, prenez l'editorial board de Science qui notait les noms des éditeurs et puis d'aller voir ce qu'ils faisaient et puis de postuler chez eux, quoi. Et c'est vrai, je veux dire, moi j'y avais jamais pensé parce que j'étais pas dans cette optique-là, parce que j'ai vraiment... moi j'ai découvert la radiobiologie, je me suis passionnée pour ça et je me suis dit, je vais continuer en radio-bio, quoi. Et voilà, c'est bête. Moi, je voyais pas finalement l'intérêt. J'avais un côté un peu naïf.
J'en suis un petit peu revenue, hein, parce que une année en école de commerce, ça m'a mis un peu les pieds sur terre. Mine de rien, je trouve que... Et c'est vrai, hein, je trouve pas que la même vision, ouais. la maturité des étudiants en école de commerce, elle n'a rien à voir avec celle des petits jeunes qu'on a en fac. Franchement, je suis assez admirative. J'ai vu des jeunes sortis d'école de commerce qui montent leur boîte, et tu qui crois réussissent, quoi. mais justement, cette différence d'ambition, parce qu'on peut l'appeler ça comme ça en fait, quelqu'un sorti de l'école de commerce et quelqu'un sorti d'un master scientifique n'a pas du tout la même ambition, mais ils n'ont pas eu du tout la même formation non plus, sachant qu'en sciences, très clairement, c'est pas l'objectif de la formation d'annoncer si vous voulez être chercheur, ben faut être stratégique. Mais sauf qu'en fait, pour moi, la recherche, c'est de la stratégie aussi. Enfin, on en revient à ce qu'on parlait, c'est quelque part, enfin, on fait de la recherche pour essayer de réussir à faire avancer la science. Ouais. Donc, quelque part, enfin, évidemment, c'est pas de la stratégie pour soi, de développement personnel, c'est pas une ambition personnelle de réussir, mais il y a quand même, je pense, pour n'importe qui s'en cache dans cette voie, l'espoir de se dire, un jour j'aurai un poste et je serai chercheur statutaire, etc. Moi, je connais personne qui a pas nourri cet espoir de décrocher un poste quand il a au moins commencé une première année de postdoc. Je dis pas en thèse parce que je pense qu'il y a des gens qui savent très bien qu'ils veulent s'arrêter après la thèse. Mais en tout cas, quand on s'engage en postdoc, en général, l'ambition c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui disent que il y a des jeunes qui font des thèses parce qu'ils savent pas quoi faire d'autre. Ça, je suis pas convaincue que ce soit la majorité des étudiants qui s'engagent parce que c'est quand même pas une sinécure. Il y a autre chose, moi, ce que je vois, enfin, après je parle pour la biologie parce que je connais pas trop, c'est que c'est vrai qu'en recherche, on est tout le temps dans une démarche de remise en question et de se dire, est-ce que je fais bien ? Est-ce que c'est bien ? Est-ce que j'ai raison ? Mais non, mais ça doit pas être ça, etc. Donc, du fait qu'on soit là, à tâtons, essayer de chercher à remettre en question ce qu'on fait sans arrêt, en fait, souvent, on se l'applique à nous-mêmes. Et donc, du coup, je trouve, chez beaucoup de jeunes chercheurs que j'ai pu côtoyer, que ce soit en thèse ou en postdoc, il y a très facilement une perte d'estime de soi qu'on ne trouve pas du tout chez les étudiants en école de commerce. Et je pense pas du tout non plus chez les jeunes qui font des écoles d'ingénieurs. Parce qu'il y a une vraie valorisation du cursus et grande école qu'on n'a pas en université. Et comme on est tout le temps dans cette remise en question de nos résultats, remise en question de notre façon de faire, de nos protocoles, oui mais alors j'ai fait comme ça, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait ? Parce que même mon résultat il est bon, mais est-ce que c'est pas un faux positif ? Et on pousse ça tellement, tellement loin que finalement j'en discutais avec une amie qui est docteur aussi, qui a un peu plus d'expérience que moi, et on peut rentrer facilement dans un espèce de syndrome d'imposteur, à se dire ah ouais j'ai trouvé ça mais je suis quand même pas sûre que ce soit vraiment ça. Enfin j'ai fait ça mais est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est pas le hasard ? Et ça c'est quelque chose que j'ai vu souvent, mais je pense que c'est lié peut-être aussi à une certaine sensibilité, etc., que c'est peut-être pas chez tous les docteurs. Mais voilà, et puis il y a quelque chose que moi je disais souvent aussi en fin de postdoc et même en sortant de postdoc, que j'ai entendu dire par d'autres jeunes chercheurs, c'est ah mais je sais rien faire d'autre. Mais sauf que c'est pas vrai en fait. Ouais. C'est pas vrai. Moi j'ai fait de la radio bio, de la biologie vasculaire, de la cancéro. Aujourd'hui je suis tout à fait capable de lire un projet qui traite de sondes qui vont enregistrer l'activité du cerveau et de comprendre, pas dans le détail la science, mais les tenants et les aboutissants, à quoi ça va servir, etc. Et on est capable en fait de s'adapter à d'autres thématiques, on est capable de s'adapter à énormément de sujets et de thématiques de recherche, on est capable... En fait, c'est ça qu'on ne se rend pas compte, c'est quand on a fait une thèse, on s'est aussi forgé une façon de réfléchir qui est différente et donc qui nous ouvre plein de portes. Le problème c'est qu'en France, beaucoup, enfin je pense que ça va changer à l'avenir, mais ça c'est pas valorisé. Et le parcours, finalement la recherche, le parcours universitaire est pas valorisé comme ça. Alors que j'ai vu des programmes école de commerce,
c'est jamais aussi poussé que ce qu'on a à l'université. Mm. Et donc si on veut faire du superficiel, on le fait, hein. Même les cas de stratégie que j'ai pu voir, des fois c'est hyper superficiel. Et dans les cabinets de consulting, on met des petits jeunes d'école de commerce à résoudre, à faire sur des missions de consulting avec des labos pharma, des jeunes biotech, avec des jeunes qui pipent rien au sujet de la start-up. Sauf qu'ils ont une méthode de travail, ils ont une capacité d'adaptation qui est telle qu'ils sont capables de sortir des recommandations. Mm. Et ils sortent des recommandations. Bon, après, la stratégie, ça vaut ce qu'elle ça vaut. Hein. Je veux dire, les recommandations, après, les gens, ils les utilisent pas. Mais en attendant, il y a une méthodologie. Au-delà de la connaissance, la méthodologie, elle est là. Et ça, nous, on l'a déjà. Mais en plus, on a l'expertise. En plus, on est capable de comprendre la science. Et ça, malheureusement, c'est pas valorisé suffisamment en France. Mm. Et en plus, nous-mêmes, on ne le valorise pas parce qu'on répète sans arrêt, je suis pas capable. Et je le dis parce que je l'ai dit moi-même. Hein. Je me souviens, j'avais suivi à Nantes une conférence de l'association des doctorants qui justement parlait de l'entrepreneuriat, des jeunes docteurs et de l'entrepreneuriat. Et il y a quelqu'un qui nous disait, mais entreprenez, montez votre boîte. Mais t'es gentil, je vais monter une boîte de quoi? Moi, je suis rien faire d'autre qu'un Westerblot. Et c'est vrai qu'en plus, quand on le dit, on y pense, quoi. On pense. Je dis, mais moi, j'ai rien à valoriser. Moi, j'ai pas développé un anticorps thérapeutique. Moi, j'ai pas développé une nouvelle méthode de ceci, de cela. Qu'est-ce que vous voulez que je valorise? Mais parce qu'on n'est pas... Enfin, la formation fait, le cursus fait que ça va pas dans ce sens-là, ça va pas dans la valorisation de la personne, de ses compétences, au-delà scientifiques et cognitives, quoi. Exactement. Ouais. Mais même cognitif, je veux dire, on développe quand même une façon de penser qui en fait est transposable à l'infini, pratiquement. Je veux dire, à partir du moment où on est capable de s'intéresser à ce sujet, je pense qu'on est capable d'avoir un esprit critique, pas comme un expert, mais voilà, je veux dire, encore une fois, hein, la méthodologie, ça fait énormément du boulot, quoi. Et voilà, et c'est pour ça que moi j'ai réussi en école de commerce à résoudre des cas en économie qui concernaient des... Je me souviens du dernier, c'était Babola, fabricant de raquettes de tennis, ce qu'il fallait qu'il développe son activité, je sais plus où, enfin... Alors que je connais rien en tennis, je joue pas au tennis en fait. Mais c'est de la stratégie en fait. Et encore une fois, ça c'est quelque chose qu'on a appris instinctivement à faire. Le problème, c'est que ce côté instinctif, en fait, on se rend pas compte qu'on l'a, alors que les étudiants qui en bouffent l'étude de cas au quotidien, ils ont conscience de ce qu'ils sont capables. Et donc, ils savent se valoriser, ils savent se vendre. Et nous, docteurs, on ne sait pas. Ouais. Et du coup, on se tire des balles dans le pied, souvent. C'était une petite formation, justement, là-dessus, ce serait pas à rajouter dans le... Moi, je pense que dès les premières années de fac, il faudrait mettre de la stratégie dans les cursus universitaires, quoi. Ouais. Que ce soit scientifique ou non, quoi. Ouais, ça peut être des études de cas. Enfin, moi, je pense qu'il faut de l'interdisciplinarité, il faut de l'économie en sciences, il faut des sciences humaines en sciences, Enfin, on est trop sectorisé, on est trop dans notre bulle, on veut pas voir ce qui se passe à côté, et aujourd'hui, les projets de recherche en France, ils tendent à être de plus en plus interdisciplinaires, sauf qu'on a des gens qui sont hyper spécialisés et qui ont tout à fait cette capacité à travailler en interdisciplinarité, mais qui souvent se briment finalement et comment on dit ? S'auto-censure, exactement. Ouais, vaste sujet. Ouais. Et pendant ton parcours, est-ce que t'as rencontré des difficultés que tu associes au fait que tu sois une femme? Oui. Pendant tes études ou pendant ta recherche d'emploi derrière, ta start-up, etc. Pendant mes études, non. Ouais. Pendant mes études, non, parce que je pense qu'en plus en biologie, on a la majorité de femmes. Pendant mes expériences professionnelles, certainement, non. Certainement parce que, à certains moments, j'ai l'impression d'être moins crédible, j'ai l'impression... Ouais. Après, est-ce que c'est lié au fait que je sois une femme ou est-ce que c'est lié au fait que quand je travaille, je m'amuse ? Parce que je m'amuse vraiment quand je bosse et que je fais quelque chose
Ouais, je pense qu'il y a un problème de... Enfin, moi, j'ai ressenti un problème. Parfois, je me suis pas sentie crédible face à certaines personnes. Ok. J'ai eu l'impression qu'on on me sous-estimait ou que je disais des choses mais que ça n'avait pas vraiment de valeur. Ou... J'étais forte de proposer, moi je proposais des trucs. Et c'est vrai que souvent, on me disait mais non, comme si c'était pas intéressant. Après peut-être aussi que c'était une façon dont moi j'amenais les choses, où je les emballais pas forcément bien non plus, où je les amenais pas de manière aussi claire que ça avait été dans ma tête. Hein. C'est aussi parfois un défaut que j'ai, que voilà, j'ai ma réflexion et puis j'ai une idée, on pourrait faire ça, sauf que si j'explique pas le cheminement de mon idée avant, c'est normal hein, qu'on m'envoie bouler. Mais oui, il y a eu quelques cas, je les détaillerai pas forcément, où j'ai senti un peu... Oui, et puis j'ai eu des remarques désobligeantes. Et de la part de personnes masculines ou féminines? Pas de la part d'hommes, ouais. Du genre que... c'est pas spécialement mes compétences qui ont fait que j'avais peut-être pas du tout... Sympa. Ça c'est quelque chose, en plus, qui a été dit en public, qui m'a beaucoup choquée. Après, voilà, c'est du sexisme ordinaire, en fait. C'est dit sous la forme de blague, mais c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Hein. Et en fait, maintenant, ça m'agace. Non, ouais, j'ai déjà eu ce genre de remarques. Ok. Genre, sois belle et tais-toi, ou enfin, tu vois, des trucs comme ça. Le classique. Et puis en plus, voilà, c'est dans le cliché, grosso modo, peut-être qu'une femme dans la science, faut qu'elle soit moche, avec des lunettes, plongée dans ses bouquins, et qu'elle soit pas une femme, quoi. Si tu te prends un peu soin de toi, si t'aimes, je sais pas, te maquiller, te faire jolie, ça colle pas forcément avec l'image qu'on te fait de la science. Que tu peux être intelligente, quoi. Voilà. Super. Mais je pense que, honnêtement, hein, je pense que on part avec un petit désavantage. Et soit on se laisse faire, soit des fois, on joue de ça et puis justement on se masculinise, on fait grosse voix, on passe pour le pote du... Enfin voilà. Oui. Je sais pas. Moi j'essaye de faire un maximum abstraction. Maintenant... Est-ce que ça m'a empêché d'avoir certains postes? J'en sais rien. Je pense que si c'est le cas, ça a été fait de façon suffisamment subtile pour que je m'en rende pas compte. Est-ce que j'ai eu des remarques sexistes dans le cadre du travail? Oui, ça c'est évident. Ouais. Est-ce que ça m'a parfois empêché d'amener mes idées? Oui, ça c'est évident aussi. Ouais. J'ai ressenti dans un cas précis. Et c'est peut-être de la paranoïa dans ce cas-là, mais honnêtement... quand tu vois qu'il y a pas mal de femmes qui ont le même discours, tu peux pas te dire forcément que c'est de la paranoïa. Ouais, et puis surtout, moi je voyais bien quand les idées venaient d'un homme ce que ça donnait, et puis quand c'était moi qui les amenais, ce que ça donnait aussi. Il y avait d'autres femmes autour de toi? Oui. Ouais. Et pareil? Grosso modo, ouais. Non, mais c'est difficile, hein, parce qu'après on arrive à... Enfin, moi je me souviens à devoir développer des tactiques en me disant « Ouais, tu sais, tu parlais de ça la dernière fois, je trouvais que c'était une bonne idée, donc peut-être qu'on pourrait faire ça, ça, ça. » Et d'amener les choses comme si c'était l'idée de l'autre personne, alors que c'est notre idée. Enfin, c'est délicat, quoi. Et bon, sur une longue période, au bout d'un moment, c'est épuisant. Malheureusement, on est obligé de passer par là des fois. Ouais. Donc oui, je pense que c'est pas forcément toujours un avantage d'être une femme. Après, il y en a qui s'en sortent très bien, hein. Il y en a qui arrivent. Peut-être que moi j'avais pas les mêmes armes non plus. Et peut-être que scientifiquement aussi ça pouvait pas le faire. Enfin, je sais pas, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Je dirais pas que c'est parce que j'ai une femme que j'ai pas réussi à devenir chercheur, hein. Ça c'est pas ce que je dis. Mais clairement, oui, j'ai eu des remarques sur ça. Ok. Côté un peu plus joyeux, est-ce que t'as eu des modèles
féminins qui t'ont motivé, qui t'ont encouragé à poursuivre dans la voie scientifique? Oui, bah oui. Alors, un modèle, je te parlais de Jacqueline Bréard, qui était mon encadrante de Master 2. Ouais. C'était un modèle parce que pour moi, cette femme, c'était un puits de science, quoi. Après, elle avait des défauts, hein, je veux dire. Je pense qu'elle a eu des étudiants, c'est pas toujours bien passé. Enfin, c'était quelqu'un qui était pas toujours très disponible, etc. Moi, ce que j'admirais, c'est qu'elle était capable de parler science des heures. Elle était capable d'avoir énormément d'humilité et de dire, ça je sais pas. Et en même temps, elle m'a appris tellement de choses. Enfin, c'était quelqu'un qui... Enfin, à la paillette, c'était une catastrophe. Je la revois encore... De temps en temps, elle essayait de faire quelques manips, mais c'était une vraie catastrophe. Mais cette femme, et elle était énormément respectée dans son domaine. Et je l'ai ressenti aussi quand j'ai passé ma soutenance de master. On m'a dit beaucoup de bien d'elle le jour de ma soutenance. Et non, c'était... elle avait une culture dans son domaine qui était absolument... Voilà, elle avait, à l'époque, je sais plus quel âge elle avait, peut-être 60 ans, quand j'ai fait mon master avec elle. C'était impressionnant, quoi. Ouais, moi j'avais beaucoup de respect pour elle. J'avais beaucoup d'affection pour elle aussi, parce que je me suis très bien entendue, j'ai continué à la voir après, je lui ai envoyé de temps en temps des messages, je l'ai revue, j'allais la voir, même quand j'étais à Nantes, que j'étais de retour, si j'avais un peu de temps, je passais au labo pour lui rendre visite. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Elle est décédée il y a quelques années. Ça m'a beaucoup touchée, quoi. Et oui, si moi, il y a quelqu'un qui m'a donné envie, et elle m'a donné envie parce que je l'ai vue passionnée par son truc, elle m'a transmis sa passion, et elle m'a toujours encouragée. Et c'est vrai que peut-être j'ai besoin de ça, en fait, d'être encouragée, d'être valorisée. Et c'était quelqu'un qui me disait jamais, non, tu n'es pas capable. Elle me disait, essaye, je sais pas si ça va marcher, mais tu peux essayer. Ou ça, tu vas y arriver, c'est obligé, t'es douée, t'es faite pour ça, continue. Voilà, et elle m'a donné une image positive de moi dans ce métier, en fait. Ce qui n'a pas été forcément le cas après dans d'autres expériences que j'ai eues. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un bon souvenir, en fait, du passage que j'ai fait dans son labo. Et c'est important, en fait, quand on travaille, qu'on n'a pas de résultat des fois, qu'on se frustre, qu'on lance des manips, on ne comprend pas pourquoi elles ne marchent pas, et puis un jour ça marche et le lendemain ça marche plus, on lance un western blot, il n'y a plus rien sur la membrane, voilà, et jamais elle m'a dit qu'est-ce que t'as foutu, t'es pas douée, tu sais pas faire ça, machin, etc. Bon, ça marche pas, tu vas recommencer, c'est pas grave. Ou bien si on fait autrement, ou bien... Voilà, elle avait ce côté, moi en tout cas, elle m'a toujours valorisée. Et du coup, ça m'encourageait à faire plus, à travailler beaucoup plus, à m'investir beaucoup plus, etc. Donc ouais, ça a été mon modèle et ça a été mon moteur, en fait. Et donc, la phrase qui dit qu'il y a moins de femmes en sciences, comment tu l'expliques? Est-ce que pour toi elle est vraie, elle est fausse? Qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai ça? C'est avéré, il y a des chiffres? C'est ce qu'on entend beaucoup quand même, une femme scientifique, oh là là, alors qu'un homme dans la science, Alors des femmes en sciences, il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que quand on cherche... À l'ANR, il y a quand même un truc qui est assez intéressant sur lequel les gens travaillent aujourd'hui, c'est la question de la parité et de l'égalité homme-femme. Et donc c'est vraiment une des missions de l'ANR aujourd'hui de promouvoir finalement la parité dans les comités d'évaluation, etc. Mais aussi chez les gens qui soumettent. C'est encourager les femmes à être coordinateurs de projets, encourager, etc.
Et c'est vrai qu'en fait, il y a une étude qui a été faite par une de mes collègues là, de la direction des opérations scientifiques qui a montré que finalement, quand il y avait plus de femmes, ou quand il y avait une vraie égalité homme-femme dans un comité, les femmes avaient tendance à être évaluées plus sévèrement que quand il y avait une majorité d'hommes dans le comité. Est-ce que c'est un biais de la qualité des projets, etc. On peut pas... c'est forcément pas dans les mêmes comités d'évaluation sur les mêmes projets. C'est pas plusieurs comités qui ont évalué les mêmes projets. Mais voilà, il pourrait aussi y avoir un biais dans l'évaluation. Enfin... Par contre, il y a quelque chose qui est clair, c'est que finalement, quand on demande à des chercheurs de nous donner des noms d'experts, parce qu'on sollicite des experts internationaux externes en fait pour évaluer en deuxième phase à l'ANR les projets, souvent c'est des noms d'hommes qui sortent, même en biologie, hein, parce que c'est assez bizarre, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étudiantes en biologie sur les bancs de la fac, et puis au final la courbe s'inverse beaucoup. À partir d'un certain âge, en fait, il y en a. Et puis dans les postes CR, DR, etc. Ouais, c'est plus par rapport au poste, moi je pense. Il y a le poste, est-ce qu'il y a le fait que finalement la maternité chez certaines ne freine pas la carrière, quand on sait qu'un poste de CR il s'obtient autour de 35 ans maintenant, ou 37 je crois, et que en fait c'est un âge où les femmes ont commencé à faire des enfants et tout, est-ce que ça les pénalise pas aussi dans leur progression, j'en sais rien. Oui, clairement, je pense qu'il y a beaucoup d'hommes en sciences. Je pense qu'il y a quelques femmes, mais elles relèvent largement le niveau. On a quand même quelques prix Nobel. Ouais. Et non, je suis assez confiante sur le fait que ça va s'inverser, et puis qu'il y aura... Après, je suis pas une féministe du genre féminin à dire les femmes, elles doivent tout conquérir, etc. Moi, je prône un équilibre, et si un homme est meilleur qu'une femme dans sa discipline, ça me choque pas de le dire, quoi. Enfin, et inversement, quoi. Je valorise plus la compétence que le genre, mais je pense il y en a beaucoup quand même, il y en a de plus en plus des femmes. Après, c'est vrai, est-ce que la société met plus l'accent sur certains grands génies hommes? Je sais pas. Dernière question, mais tu as déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Quel conseil tu donnerais à une petite fille ou à une ado qui veut se lancer dans la science? Qu'elle y aille. Ah bah oui, attends, si elle aime, faut pas brimer, quoi. Toutes les initiatives, enfin, toutes les spontanéités sont bonnes à apprendre, et j'ai envie de dire aux parents, si leur enfant est passionné par la science, faut l'encourager, sans forcément essayer d'en faire une bête de foire non plus, hein, mais faut surtout pas empêcher un jeune ou un moins jeune de développer. Et puis ça se trouve, ça sera passager, ça se trouve, ça lui restera, mais c'est comme pour tout, hein. Si un gamin se passionne pour le football, qu'il le fasse, quoi. Moi, après, j'irai jamais dire à quelqu'un fais pas de thèse. J'irai dire réfléchis. Réfléchis à ce que tu veux. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Un gosse qui se passionne pour la biologie, j'ai envie de lui dire, faut lui payer des ateliers, quoi. Je sais pas si ça existe pour les enfants, des ateliers. Non, franchement, c'est génial, quoi. Un gosse qui est passionné par les dinosaures, moi j'ai envie de dire, faut l'emmener tous les week-ends au muséum d'histoire naturelle. Non, faut encourager ça. Aujourd'hui, les enfants, ils passent beaucoup de temps sur les tablettes, et qu'ils fassent des jeux interactifs sur leur tablette, sur le fonctionnement du cerveau, ou j'en sais rien. Non, c'est cool, quoi. Et puis même un moins jeune qui me dirait j'ai envie de faire une thèse parce que je suis passionnée par ce que je fais, et je sais qu'il n'y a pas de boulot, mais j'adore, je dis mais surtout ne fais rien que tu regretterais plus tard. Enfin, tu vois, si on sent en fait que c'est quelque chose qu'on doit faire maintenant, on doit le faire. C'est vrai qu'il faut prendre en considération la vie de manière globale. Est-ce que j'ai les moyens? C'est vrai que moi j'ai eu de la chance, j'ai des parents qui m'ont supportée, dans tous les sens du terme, qui m'ont encouragée, qui m'ont jamais empêché de faire ce que j'ai voulu faire,
évidemment, moi j'ai eu des gens autour de moi, ils me disaient « Pourquoi tu fais biologie, mais tu te rends pas compte, tu dois à tes futurs enfants d'obtenir un poste où tu gagnes bien pour leur assurer leur avenir et leur payer des études. » Waouh. Alors écoute, j'ai envie de te dire, à ce prix-là, moi je suis pas d'enfant, hein, je dis. Non, c'est... ou bien je fais ça et je déprime toute ma vie, et puis je fais des enfants et je suis dépressive, et mes enfants ils grandissent avec une mère dépressive. Non, quoi. Mais mes parents m'ont jamais brimé. Je leur ai dit que je voulais faire bio, j'ai fait bio. Ils m'avaient un peu encouragée à faire médecine. Parce qu'ils s'étaient dit que c'était quand même proche de la biologie et que c'était pas fait pour moi, médecine. Clairement, le bachotage, ça m'a pas du tout correspondu. J'ai correspondu. Oui, je crois. Ouais. Et non, il faut le faire, quoi. Après, c'est vrai que si on est dans une situation où on n'a pas les moyens de faire des études, il faut qu'on aille travailler, etc., c'est toujours plus compliqué. Après, je pense qu'on peut toujours trouver des cursus peut-être un peu plus courts qui permettent... j'en connais, des gens, mon encadrant de thèse, je suis assez admirative, il était technicien, il a fait un master en étant en poste, de son master, il a fait ensuite une thèse. Je suis rentrée en thèse, il venait de soutenir sa thèse, il avait une expérience qui est absolument hallucinante derrière, parce qu'il avait du rôle de technicien jusqu'au rôle de chercheur. Il est aujourd'hui chef de labo. C'est un gars brillant. Je veux dire, et voilà, c'est un gars qui est rentré et finalement il a mieux réussi que moi, parce qu'il est rentré en tant que technicien et il a tout fait en étant en poste, et du coup aujourd'hui il a son poste de chef de labo. Et c'est voilà, on peut y arriver aussi comme ça. Je pense qu'il faut prendre conscience. Et après, si c'est pas la science et que c'est autre chose, je pense que c'est valable pour tout, en fait. Même quand il y a des gens qui sont en difficulté ou qui savent pas à 18 ans ce qu'ils vont faire de leur vie, qui galèrent, qui tâtonnent, etc. Il y a pas très longtemps, j'ai dîné avec des amis. J'ai rencontré une personne qui a commencé sa vie en faisant des petits boulots, des stages, des machins. Je crois qu'il a bossé dans les marchés, et puis au final, il s'est lancé de formation en formation. Je ne saurais plus redire son parcours professionnel. Il est aujourd'hui responsable financier d'une structure. Un poste où normalement on met quelqu'un qui a fait peut-être un Master 2 en finance, quoi. C'est possible. Donc finalement, j'ai envie de dire, faut pas brimer, faut prendre conscience quand même de ce qu'on est capable de faire à un instant T, et puis de ce qu'on a les moyens de faire aussi. Parce que si on doit aller gagner notre vie, faire des études en fac de sciences et bosser à côté, c'est pas facile. Je sais pas ce que sont les plannings en fait de sciences aujourd'hui, mais à mon époque, je pouvais pas avoir un job à mi-temps, quoi, même à 25%. Et après, si on le fait, on peut aussi risquer de pas réussir à assurer les deux en parallèle. Donc oui, forcément, il faut avoir un peu de... Ou bien accepter de ne pas gagner d'argent pendant très longtemps, et puis de pas profiter de sa vie de jeune, etc. Ou bien essayer de trouver finalement une façon d'arriver à ce qu'on veut faire de manière détournée, et ça, je pense que c'est complètement possible. Mais surtout encourager les jeunes qui sont passionnés par la science. C'est un magnifique mot de fin. Merci. De cette interview. Merci beaucoup, Rim, c'était cool. Ça m'a fait plaisir. À bientôt. À bientôt. Merci encore d'avoir écouté jusqu'ici, et merci à Rim pour sa confiance. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast. À la Sauce Curry est également disponible sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de cet épisode. Encore merci pour votre écoute, et n'oubliez pas, la science est partout, surtout en vous. À mardi prochain.